On reprend avec la section 3.2. On a vu dans la dernière vidéo qu'est-ce qu'étaient les mesures relatives. Cette fois-ci, on y va avec des mesures qu'on appelle de tendance centrale. Donc encore des statistiques qui vont nous permettre d'aller analyser ce qui se passe dans une série statistique, aller interpréter puis aller donner des conclusions selon les données qu'on va avoir collectées avec notre étude statistique. Donc, mesure de tendance centrale, qu'est-ce que c'est pour commencer? On va commencer par la définition ici. On se dit que c'est une statistique qui va nous aider à trouver le milieu d'une série statistique. On cherche à trouver le centre, de là le tendance centrale. Et en réalité, ce ne sera pas exactement le centre, là, parce que comme on parle de série statistique, il n'y a pas de centre défini physiquement dans une série statistique. Par contre, il y a ce qu'on appelle des tendances centrales. Donc, c'est ce que nous, on cherche à identifier. On cherche à trouver le point autour duquel nos données vont essayer de se regrouper. Un genre de centre, un point, un centre de gravité, là, en quelque sorte, dans notre série statistique. Et dans cette section-ci, on va voir 3 mesures qui vont nous permettre d'aller trouver autour de quelles valeurs nos valeurs dans la série statistique vont se regrouper. On va voir notamment le mode, la médiane et la moyenne. Puis, lorsqu'on va avoir fait ça, on va être capable un petit peu plus d'identifier quel est le centre de notre série statistique. On commence déjà avec le mode, la première de nos mesures de tendance centrale. Ce mode-là, on va l'associer à dire ce qui est la valeur la plus fréquente, la valeur la plus à la mode. C'est une réponse qui est la plus populaire dans les réponses qu'on va avoir obtenues de notre série statistique. Donc, définition du mode. Nous, on va y aller avec, c'est la réponse la plus populaire d'une série statistique. On pourrait dire que c'est la modalité la plus fréquente, blablabla, blablabla, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est la réponse que vous avez reçue le plus souvent lorsque vous avez posé la question. Cette valeur-là, ce mode-là, on va l'identifier avec la notation MO, et on va pouvoir l'interpréter avec quelques informations qui sont autour de ce mode-là. Ces informations-là, on vous les dicte, on se donne un exemple, puis ensuite de ça, on pourra aller définir ce que sont les distributions unimodales et multimodales. Donc, information importante à transmettre avec notre interprétation, ça nous prend des mots-clés. On veut savoir de quoi on parle quand on parle du mode, donc on veut dire qu'on parle de la valeur la plus fréquente, le plus souvent, le plus fréquent dans notre série statistique. On veut savoir sur quelle population on travaille aussi. Donc, si on travaille sur une population d'étudiants, on l'indique. Si on travaille sur une population de dinosaures, on l'indique. Il faut donner la population sur laquelle on travaille. On parle aussi de la variable qui est étudiée, parce que là, on donne la réponse la plus fréquente, mais on veut savoir si la réponse la plus fréquente à quelle question, donc à quelle variable est-ce que c'est associé. On parle de notre variable, et on va donner la valeur et les unités de notre mode. On va voir tantôt que ça peut être un petit peu plus complexe, là, ou un petit peu plus mélangeant d'aller chercher la bonne valeur du mode, mais on est capable de faire ça et ça va nous permettre de donner la valeur de notre mesure statistique qu'on est en train d'étudier. Donc, si vous prenez ces informations-là et que vous les mettez ensemble, ça vous donne une interprétation générale qui ressemble à les populations ont le plus souvent une variable de valeur plus unité de mesure. Vous indiquez votre population. Et là, ici, c'est voulu le les et la population qui n'est pas au pluriel. Dans ce cas-ci, ça pourrait être les étudiants, par exemple. Et le plus souvent, ça ici, c'est nos mots-clés. On pourrait parler de la variable heure d'études. Les étudiants ont le plus souvent une quantité d'heures d'études, par exemple, et là, on pourrait dire 20 heures d'études par semaine. Ce serait une possibilité, là, j'invente ça sur le dessus de ma tête, là. Il n'y a pas vraiment d'informations claires et précises ici, mais on comprend que on indique notre population, on indique qu'on va parler du mode avec les mots-clés, on indique la variable qui nous intéresse et on donne la valeur de ce mode-là dans le contexte qu'on est en train d'étudier. On parle des 2 types de distributions qu'on peut rencontrer au point de vue du mode. Donc, pourquoi est-ce qu'on a des types de distributions différentes? Ça vient du fait que dans la définition de notre mode, on parle de la réponse qui est la plus populaire. Qu'est-ce qui se passe si on a 2 réponses qui sont autant populaires l'une que l'autre et qui sont les 2 les plus populaires? Qu'est-ce qui se passe si on a 3 réponses dans ce cas-ci? Qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs réponses qui sont les plus populaires? À ce moment-là, on va définir une distribution qui est multimodale. Lorsqu'on a seulement un mode, on parle d'une définition qui est unimodale. Donc, au sens statistique, distribution unimodale, c'est une série statistique qui n'admet qu'un seul mode. Au sens statistique, distribution multimodale, ça veut dire qu'on a plusieurs modes, tout simplement.
On va voir, nous, dans ce cours-ci, plus des distributions multimodales parce que des distributions unimodales, c'est quelque chose qui s'analyse pas mal plus avec une moyenne ou avec une médiane qu'avec le mode. Le mode, on va se rendre compte assez rapidement que c'est pas l'affaire la plus efficace qui existe lorsqu'on regarde pour la tendance centrale de notre série statistique. Donc, on va regarder maintenant comment est-ce qu'on calcule ce mode-là. On sait à quoi ça ressemble, on sait à quoi ça correspond maintenant, comment est-ce qu'on le trouve lorsqu'on a des données. Bien, déjà, en partant, si on a une liste de données, on ne fait pas un mode, on fait un tableau de fréquence, puis ensuite de ça, on va faire un mode, parce que sur la liste de données, quand on a des données brutes, c'est pas mal moins évident de trouver notre mode. Il va falloir qu'on restructure de toute façon les données. Donc, tant qu'à ça, faisons un tableau de fréquence, on va regrouper par valeur ou par classe des quantités, des variables quantitatives. On va se faire un tableau, puis sur le tableau, ça va être beaucoup plus évident. Justement, si on est sur un tableau de fréquence, ben à ce moment-là, le mode, c'est quoi? C'est la modalité ou la réponse de notre variable qui sera associée à la plus grande fréquence dans notre tableau. Donc, justement, pour se donner un exemple, on regarde le tableau 3.2. On vient de voir dans ce tableau-là de quel pays provenaient les meilleurs pointeurs de la LNH. On a vu qu'on pouvait associer ça à seulement 5 pays différents. On les a regroupés dans un tableau ici. Je n'ai pas indiqué le titre du tableau, vous l'avez dans vos notes, je vous invite à aller lire ça si ça vous intéresse. Nous, à ce moment-ci, on cherche à trouver quel est le mode de notre distribution ici. Donc, on cherche à voir de quel pays proviennent le plus souvent les joueurs de la LNH qui sont les meilleurs pointeurs. Dans ce cas-ci, on a le choix entre l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Russie et la Suède. Et si on se fie à notre méthodologie, on va aller chercher la modalité qui a la plus grande fréquence. Cette plus grande fréquence-là, on la trouve ici avec le 9. Donc, on va chercher la modalité qui est associée. Dans ce cas-ci, on pourrait dire que notre mode, il est égal à quoi? Est-ce qu'il est égal à 9? Non. 9, c'est la fréquence de notre mode. Notre mode, c'est la valeur de la variable. Donc, dans ce cas-ci, c'est le Canada, qui sera le mode de notre distribution. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait dire que les meilleurs joueurs, les meilleurs pointeurs, plutôt, de la LNH viennent le plus souvent du pays. Et là, vous allez trouver que la structure est bizarre, c'est parce que notre variable est étrange. Donc, les meilleurs pointeurs de la LNH viennent le plus souvent du pays du Canada. Donc, un petit peu étrange. On pourrait juste dire qu'ils proviennent le plus souvent du Canada, mais là, on va indiquer qu'on parle de pays, donc du Canada. Et ici, ben, on donne la valeur du mode. On n'a pas d'unité ici parce qu'on ne va pas dire Canada.pays ou quelque chose comme ça. Ça va suffire, ça va finir notre interprétation. Donc, à partir de notre tableau, on détermine que le Canada, c'est le mode. Et quand on parle de la valeur du mode, on indique effectivement Canada. Je n'indiquerai pas 9. 9, c'est la quantité de joueurs qui viennent du Canada, mais le Canada, c'est la valeur de notre variable. Donc, c'est ça ici, la vraie valeur de notre mode dans ce cas-ci. Ensuite de ça, si on travaille plutôt sur un tableau de fréquence avec des classes, donc pas des valeurs directement des classes, notre mode, dans ce cas-ci, il va être associé à une classe aussi, et ce sera la classe qui a la plus grande fréquence. On va parler ici d'une classe modale. On va voir par contre que pour aller chercher une classe modale, il va falloir s'assurer que nos classes sont régularisées. Parce que si on a une classe qui est 15 fois plus grande que les autres, c'est normal qu'il y ait plus de données à l'intérieur. Donc, il faut faire attention, notre mode n'est pas nécessairement la classe avec la plus grande avec la plus grande fréquence, mais bien la classe régularisée avec la plus grande fréquence. C'est ce qu'on définit juste en dessous ici, notre classe modale. C'est une classe régularisée, très important, avec la plus grande fréquence dans ce cas-ci. Une fois qu'on a trouvé cette classe modale-là, on peut quand même associer une valeur à notre mode. Quand on a une classe, on peut aller chercher le milieu de cette classe modale-là et on va prendre ce milieu-là pour l'associer à la valeur du mode. Donc, on va avoir un mode et une classe modale dans un cas où on a des tableaux de fréquences groupés par classe. On se donne un exemple où justement on en a des classes comme ça et cet exemple-là est par rapport au tableau 3.2.
Ce qu'on vient de se dire par rapport à ce tableau-là, c'est ce qu'on a synthétisé dans ce tableau-ci. Donc, on est allé chercher le nombre de buts, on est allé grouper ça par classe, on a compté le nombre de joueurs qui correspondaient à ces classes-ci, et les classes qu'on obtient sont les suivantes. 0 à 20 buts, 20 à 30 buts, 30 à 40, 40 à 50 et 50 à 60. Dans ce cas-ci, on remarque quelque chose. La première classe, de 0 à 20 buts, c'est une classe qui est trop grande par rapport au reste. Donc cette classe-là, on va vouloir la diviser en deux. On va vouloir diviser son amplitude en deux. Pourquoi? Parce que 0 à 20, c'est le double de toutes mes autres classes. Donc ce qu'on aurait, c'est plutôt 0 à 10, 10 à 20, et le nombre de joueurs va être séparé en deux classes. Donc on va avoir 2.5 joueurs, 2.5 joueurs dans chacune de ces nouvelles classes ici. Et là, qu'est-ce qui se passe avec la régularisation de mes classes? Bien, si je n'avais pas régularisé mes classes, la valeur la plus élevée, ça aurait été 5. Ça aurait été le nombre de joueurs égal à 5 pour la classe 0 à 20 joueurs. Mais là, maintenant, cette classe-là tombe à 2.5, 2.5. Ce qui veut dire que c'est pas celle-ci qui est la plus fréquente dans mon tableau. En réalité, si je descends un peu, je vais avoir les classes 30 à 40 et 40 à 50 qui sont toutes les deux égales à 4. Et c'est là ici qu'on retrouve le plus grand nombre de joueurs dans les classes. Donc c'est ces deux classes-là, 30 à 40, 40 à 50, qui seront nos classes modales. Donc classe modale, dans ce cas-ci, au pluriel, on a une distribution multimodale. On va avoir 30 à 40 et 40 à 50. Ceci étant dit, maintenant qu'on a trouvé la classe modale, qu'est-ce qu'on peut donner pour la valeur du mode? Parce que le mode, si on se fie à nos définitions, on va aller chercher le milieu des deux classes qui sont ici. Donc, dans ce cas-ci, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, comme on a deux modes. On ne peut pas s'arrêter à un seul mode. On va dire que les modes sont plutôt le milieu de la première classe qui est 35 buts et le deuxième milieu 45 buts ici. Donc on voit qu'on est capable d'aller chercher même sur des classes, ce qu'on appelle des classes modales, et qu'avec ça on peut aller trouver des modes associés à chacune de nos classes. Graphiquement maintenant, à quoi ça va ressembler le mode, on se le dit rapidement, mais je pense que c'est assez intuitif d'aller trouver un mode sur un graphique. Donc notamment si vous avez un diagramme à secteur, votre mode ce sera la modalité qui est associée au plus grand des secteurs. Ça a du sens, c'est la modalité qui revient le plus souvent dans ce cas-ci. Dans un diagramme à bande ou à bâton, la modalité qui va être associée à la plus grande bande ou au plus grand bâton, un peu comme avec le secteur. Si vous êtes sur un histogramme, la chose à faire qui va être différente, c'est d'aller chercher le milieu de la classe associée à la plus haute bande. Et si vous êtes sur un polygone de fréquence, on parle du milieu de la classe associé au plus haut pic, cette fois-ci, de votre graphique, parce que on se souvient que le polygone de fréquence, c'est des lignes brisées qui forment des pics dans notre graphique. Ceci étant dit, on vient de voir pas mal tout ce qui nous intéresse du mode, sauf qu'on n'a pas parlé des limites de ce mode-là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de d'autres mesures de tendance centrale si on a un mode? Tout simplement parce que le mode, il y a des limites, et ces limites-là, on en indique deux en particulier. Premièrement, si jamais dans votre population, il y a deux sous-populations de cachés, donc par exemple, vous êtes en train d'étudier la population des gens qui vont au gym pour s'entraîner, il y a des hommes et il y a des femmes, puis vous êtes en train de vérifier la grandeur de vos membres, ben, les hommes, statistiquement, sont plus grands que les femmes, donc il va peut-être y avoir deux modes qui vont être identifiés lorsque vous allez faire votre étude statistique. Donc, si jamais il y a plus qu'une population à l'intérieur de votre grande population, votre mode va être un petit peu moins utile parce qu'on va trouver plusieurs modes, plusieurs classes modales qui vont venir changer nos résultats. Donc, le mode a ses limites lorsqu'on a plusieurs types de populations à l'intérieur d'une seule et même population. Et si jamais vous êtes en train de travailler sur une population qui n'a pas un mode distinct, donc vous avez par exemple un mode qui est à peine plus grand que le reste, on va avoir ici un mode qui est assez inutile. C'est pas un mode qui nous indique
une tendance incroyable dans la population. Donc, rapidement, si ce mode-là va atteindre un moment où il sera inutile si on a plusieurs variables, plusieurs valeurs qui sont assez proches en termes de fréquence. Donc, on a une autre limite qui arrive assez rapidement pour le mode en particulier. Ceci étant dit, on va s'arrêter là pour le mode. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec la médiane. Donc, dans la médiane, on va voir qu'on est capable d'aller chercher un centre plus mathématique là, au point de vue de la position dans la population au complet.